Imaginez un instant que toutes les entreprises du monde, qu'elles soient à Paris, à Tokyo ou à Sao Paulo, se mettent à parler exactement la même langue pour décrire leurs performances sociales et environnementales. Eh bien, c'est la grande promesse de l'ISSB. Aujourd'hui, on décrypte ensemble comment ce nouveau standard est en train de redéfinir les règles du jeu. Le problème de départ, il était à la fois simple et absolument immense. D'un côté, on avait des investisseurs qui voulaient de plus en plus orienter leur argent vers des entreprises responsables. Mais de l'autre, sans données fiables, sans chiffres comparables, comment savoir qui jouait vraiment le jeu? C'était le principal frein à une finance réellement durable. Il faut dire que le paysage du reporting de durabilité, c'était un vrai bazar. On appelait ça la soupe à l'alphabet. Vous aviez dit dizaines de standards différents, le GRI pour l'impact sur la société, le TCFD pour le climat, le SASB pour les spécificités sectorielles, chacun avec sa propre logique, ses propres indicateurs. Résultat, comparer deux entreprises entre elles, même dans le même secteur, c'était mission impossible, un vrai casse-tête. Alors, la question se posait, dans ce brouillard, comment prendre une décision d'investissement qui soit vraiment éclairée? C'était un peu comme demander à un analyste de comparer trois entreprises en lui donnant un bilan financier en chinois, un autre en russe et un troisième en swahili. Bonne chance. Pour ceux qui voulaient vraiment faire bouger les lignes, c'était décourageant. Alors pour bien comprendre d'où on vient, revenons d'abord sur ce paysage complètement fragmenté, cette fameuse soupe à l'alphabet qui a rendu un changement absolument indispensable. Et ensuite, on verra comment, face à ce désordre, une solution a finalement émergé pour essayer d'harmoniser tout ça à l'échelle de la planète. Et cette solution, c'est donc l'ISSB. Créée en 2021, en pleine COP26, sa mission est limpide. Mettre de l'ordre dans le chaos en développant une base de référence mondiale, un socle commun pour les informations de durabilité. L'objectif final, vous l'avez compris, que tout le monde parle enfin la même langue. Et là, attention, c'est le point fondamental qui change tout. Le public que vise l'ISSB en priorité, ce sont les investisseurs. On ne parle plus seulement de faire le bien pour l'image. Non, on parle de fournir des informations qui ont un impact direct sur la performance financière, sur la stratégie, et donc sur la valeur de l'entreprise. La durabilité rentre pour de bon dans la salle des machines de l'économie. Bon, l'ambition est énorme, mais concrètement, comment on passe de l'idée à la pratique? Eh bien, l'ISSB a sorti deux outils principaux, deux nouvelles normes qui sont le cœur du réacteur, les IFRS S1 et S2. Alors ces normes, elles sont toutes récentes. Elles ont été publiées en juin 2023 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. C'est vraiment le moteur de tout le système. Et ce qui est crucial, c'est qu'elles sont conçues pour fonctionner ensemble, main dans la main. Pour faire simple, il faut voir la norme S1 comme le squelette, le mode d'emploi général qui s'applique à tous les sujets de durabilité. Et la norme S2, c'est le premier chapitre thématique, le premier zoom, et il est consacré au sujet le plus urgent, le climat. Mais la S2 s'appuie entièrement sur le cadre de la S1. Les deux sont inséparables. La structure de ces normes est super logique, elle repose sur 4 piliers. D'abord, la gouvernance. En gros, qui pilote ces sujets dans l'entreprise? Ensuite, la stratégie. Ok, quel est le plan d'action? Troisièmement, la gestion des risques. Comment on les identifie et on les gère? Et enfin, les indicateurs et cibles. Comment on mesure concrètement les progrès? Et ce qui est très malin, c'est que cette structure, elle ne sort pas de nulle part. Elle reprend celle du TCFD, que beaucoup d'entreprises connaissent déjà pour le climat, ce qui facilite énormément l'adoption. Si on zoome un peu sur la norme S2, celle sur le climat, ça devient très précis. Bien sûr, il faut parler des risques physiques, comme les inondations, et des risques de transition, comme une nouvelle taxe carbone. Mais surtout, et c'est là que ça se corse pour beaucoup, elle impose de mesurer et de publier les émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et le fameux scope 3, c'est-à-dire les émissions de toute la chaîne de valeur, des fournisseurs jusqu'aux clients. Et ça, c'est un changement de paradigme pour énormément d'entreprises. Alors, on a ces nouvelles règles, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui existait avant? Est-ce que l'ISB jette tout à la poubelle? La réponse est non, pas du tout. L'objectif n'est pas de repartir d'une page blanche. Au contraire, l'idée c'est de bâtir un socle commun en intégrant les meilleurs éléments des standards qui existaient déjà. C'est une démarche d'harmonisation, pas de révolution brutale. Ce tableau montre très bien une différence essentielle, la perspective. L'ISSB se concentre sur ce qu'on appelle la matérialité financière. En clair, est-ce que cette information sur la durabilité peut impacter la valeur de l'entreprise? C'est le point de vue de l'investisseur. D'autres standards, comme le GRI, ont une approche de double matérialité. Ils regardent à la fois l'impact financier sur l'entreprise et l'impact de l'entreprise sur le monde extérieur. C'est une nuance cruciale. Ok, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, sur le terrain, qu'est-ce que ça change pour les entreprises du monde entier? C'est quoi l'impact concret? Eh bien, l'impact, il est déjà là, et ça va très, très vite. Regardez ce chiffre, 36. En juin 2025, à peine un an après la publication des normes, 36 pays ou juridictions s'étaient déjà engagés à les adopter ou à s'aligner dessus. Et on ne parle pas de petits acteurs. Le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, le Brésil, tout le monde est en train de monter dans le train. Ce n'est plus une simple tendance, c'est une véritable lame de fond.
Alors, qui est en première ligne? Assez logiquement, les plus grosses entreprises, les sociétés cotées, les banques, les assureurs. Mais il ne faut pas s'y tromper, l'effet va se diffuser en cascade. Quand un grand groupe devra publier son Scope 3, il sera obligé de demander des données à tous ses fournisseurs, y compris les PME. Donc, par ricochet, c'est tout l'écosystème économique qui va être embarqué. Pour les entreprises, ça veut dire qu'il faut se mettre en ordre de marche. Analyser ce qui manque, mettre en place une gouvernance solide pour la donnée, mais il y a surtout une nouvelle règle qui change tout. Le rapport de durabilité doit maintenant être publié en même temps que le rapport financier annuel. Fini le rapport à RSE qui sortait 6 mois plus tard dans son coin. Là, tout doit être prêt au même moment, avec le même niveau de rigueur. Et ça met une sacrée pression. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Le but est de faire sortir la durabilité de son silo communication ou marketing. On arrête de voir ça comme un document à part. L'idée, c'est de l'intégrer au cœur de la stratégie, de la finance, de la gestion des risques, au même niveau que le chiffre d'affaires ou la marge opérationnelle. Alors pour conclure, est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on l'a? Ce langage mondial unique pour la durabilité? La réponse est presque. Ce ne sera pas parfait du premier coup, il y aura des adaptations locales, mais une chose est certaine, l'ISSB est le plus grand pas en avant jamais réalisé dans cette direction. Une nouvelle ère de transparence est en train de s'ouvrir. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment les entreprises vont transformer cette nouvelle transparence en actions concrètes.